Juin 1941. L'armée allemande envahit l'Union soviétique. Sur son passage, elle ne se contente pas de prendre les terres. Elle s'empare aussi d'une multitude d'œuvres d'art d'une valeur inestimable. Parmi elles, la chambre d'ambre. Un ensemble extraordinaire de panneaux d'ambre datant du XVIIIe siècle et d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Elle était considérée comme la 8e merveille du monde. Le chef-d'œuvre est démonté, puis transporté dans la ville de Königsberg, occupée par l'Allemagne. Mais 4 ans plus tard, lorsqu'en 1945, les Alliés reprennent possession de la ville, la chambre d'ambre a mystérieusement disparu. A-t-elle été détruite dans les combats? Ou a-t-elle été dissimulée? C'est le début d'une chasse au trésor frénétique à laquelle les puissants services secrets d'Europe de l'Est prendront part. Il y a eu des recherches officielles et non officielles. Des recherches commanditées par l'Allemagne de l'Est, la Stasi et le KGB. Il y aura de fausses pistes, des documents disparus et d'autres fabriqués de toutes pièces. La Stasi a dépensé énormément d'argent parce qu'elle voulait récolter tous les lauriers. Cette quête deviendra l'une des plus grandes chasses au trésor du XXe siècle. Une chasse au trésor qui se poursuit encore aujourd'hui. Nous sommes à 2 doigts de trouver la chambre d'ambre, mais nous avons besoin d'aide. Les monts Métallifères, au sud-est de l'Allemagne. Une région jalonnée de collines boisées et de mines abandonnées. C'est ici que depuis une vingtaine d'années, Henri Attenauer mène une véritable quête du Graal. Ce Graal, c'est un trésor dérobé aux Russes qui a disparu au cours de la Seconde Guerre mondiale et n'a jamais refait surface. Et Attenauer est persuadé qu'il se cache dans une des mines abandonnées de la région. Nous avons fouillé presque toutes les mines de la région, quelle que soit l'époque dont elles dataient. Nous en avons exploré environ 150. Attenauer a méticuleusement consigné par écrit toutes les fouilles menées. L'opération est si discrète que les membres de l'équipe ne souhaitent pas être identifiés. On a même une équipe de géomètres qui établit des cartes et prend les dimensions des tunnels, des chambres, etc. Pour ce petit groupe de chercheurs de trésors, c'est un travail de fourmi et non dénué de risques. On ne peut pas se contenter d'arriver et de mettre des explosifs à l'endroit où le tunnel est condamné. C'est très dangereux. Il faut faire attention aux éboulements. Mais après plusieurs années de recherche vaines, Attenauer pense avoir enfin retrouvé la trace du trésor disparu dans une mine. Et si ses suppositions sont justes, il s'apprête à faire une découverte monumentale. Ce serait alors 60 ans de recherche qui prendraient fin ici. Attenauer pourrait bien avoir trouvé la légendaire chambre d'ambre. C'est l'un des plus beaux chefs-d'œuvre de l'humanité. La chambre d'ambre était un ensemble de panneaux qui tapissaient la chambre d'un palais. Ça devait être magnifique, ça devait être subjugant. Jamais on n'avait vu une œuvre en ambre de cette envergure. Certains objets, par exemple des couronnes, sont gravés en 3 dimensions. Ce qui la rend si fascinante, c'est l'incroyable qualité de sa facture. Je ne sais pas si ce personnage a été gravé dans un seul bloc. Son bras n'a pas la même couleur que le reste de son corps. Ce chef-d'œuvre a été élaboré par des artisans allemands du XVIIIe siècle
à l'aide de plusieurs millions de morceaux d'ambre. À l'arrière, on a la trame. Les morceaux d'ambre ont été assemblés sur la trame, de manière à former cette mosaïque. Il n'y a aucun espace entre les différentes pièces. Tout est en ambre. L'ambre est une pierre semi-précieuse que l'on ne trouve que dans quelques régions du monde. La côte baltique en Pologne constitue une des premières sources d'ambre au monde. Cette ambre est née de la résine des arbres préhistoriques qui poussaient dans la région il y a 60 millions d'années. Élaborée au début du XVIIIe siècle, la chambre d'ambre incarne l'âge d'or de l'artisanat allemand. Elle était considérée comme la 8e merveille du monde. Certainement parce que jusque-là, personne n'avait encore envisagé d'utiliser l'ambre dans l'architecture. C'était une pierre généralement associée à la bijouterie ornementale. Et c'était très audacieux d'en recouvrir toute une pièce. Cela paraissait saugrenu, incroyable et fou. En 1716, ce chef-d'œuvre est offert par les Allemands à l'un des plus grands empereurs européens de tous les temps, Pierre le Grand, tsar de Russie. Celui-ci la ramène à Saint-Pétersbourg et la fait installer dans son palais d'été, à l'extérieur de la ville. La chambre y reste visible pendant plus de 150 ans, jusqu'à l'été 1941. En juin, Hitler envahit la Russie. Mais les forces allemandes ne cherchent pas seulement à conquérir les terres. Dans le cadre d'une opération méticuleusement planifiée, des experts en art saisissent tout objet d'artisanat allemand. Hitler lui-même était fanatique, obsédé par l'idée de retrouver les œuvres des artistes allemands du XVIIIe et du XIXe siècle. Les Allemands avaient un plan, et ce plan avait été échafaudé plusieurs années avant l'invasion. Des conservateurs et des bureaucrates accompagnés des guides étaient envoyés sur le terrain et répertoriaient les trésors qui représentaient le plus de valeur pour le Troisième Reich. Et en haut de leur liste se trouve la chambre d'ambre. Pour eux, la chambre d'ambre faisait partie du patrimoine allemand. Et ils voulaient la récupérer. Pour les nazis, la chambre d'ambre représentait la puissance de l'Allemagne. Elle renvoyait à l'ordre teutonique, l'ancêtre du parti nazi et du national-socialisme. Pour les nazis, la chambre d'ambre symbolise la longue histoire de la supériorité et de la puissance militaire allemande depuis le Moyen Âge. Tandis que les Allemands envahissent la Russie, c'est une véritable course contre la montre qui commence pour les conservateurs soviétiques. Des milliers d'œuvres d'art sont emballées à la hâte et expédiées à l'Est, en direction de la Sibérie. Mais pour la chambre d'ambre, ce n'est pas si simple. Celle-ci semble trop fragile pour être déplacée. Quand les conservateurs ont essayé de démonter la chambre, ils se sont rendus compte que l'ambre risquait de s'effriter. C'était peut-être possible de retirer les panneaux sans les abîmer, mais c'était très risqué. Alors, au lieu de ça, ils ont décidé de cacher l'ambre.
Comme tous les conservateurs ont du papier à rouler sur eux, ils ont collé ce papier à rouler sur l'ambre. Celui-ci devait agir à la manière de points de suture et empêcher la pierre de s'effriter. Puis ils ont utilisé le coton des coussins de la chambre pour protéger l'ambre. Et pour terminer, ils ont recouvert le tout de feuilles et de papier peint. Cela suffira-t-il? Au mois de septembre 1941, 2 mois après l'invasion de la Russie, les Allemands arrivent aux abords de Saint-Pétersbourg. Ils se dirigent vers le palais d'été et sa chambre d'ambre. Malgré tous les efforts des Russes pour dissimuler leur trésor, les Allemands savent exactement où chercher. Grâce à leurs archives, ils savaient où elles se trouvaient et ils avaient une idée de ses dimensions. Ils avaient même amené des caisses. Ils étaient beaucoup plus organisés que les Russes qui avaient été chargés d'évacuer la chambre. Contrairement aux Russes, les Allemands ne craignent pas d'abîmer l'ambre. Ils ont décollé l'ambre, ont numéroté chaque morceau et les ont placés dans des caisses puis les ont expédiés en Allemagne. En l'espace de quelques jours, la chambre d'ambre est en route pour Königsberg, aujourd'hui connue sous le nom de Kaliningrad. Là, elle est installée dans le musée du château de la ville. Il s'agit de la dernière résidence connue de la chambre d'ambre. La suite des événements est incertaine et très controversée. À l'hiver 1944-1945, les Allemands sont en déroute. Les Alliés bombardent les défenses allemandes à Kaliningrad. L'armée rouge se déploie à l'ouest. En avril 1945, ils reprennent le contrôle de la ville. Lorsque l'armée rouge arrive, la ville est en feu. Les habitants sont tapis chez eux et terrorisés. Et quand ils pénètrent dans ce bastion du nazisme, les soldats de l'armée rouge n'ont qu'une idée en tête, tout détruire. À peine arrivés, les Russes se mettent à la recherche de la chambre d'ambre. Ils passent la ville au peigne fin, mais en vain. Que s'est-il passé? A-t-elle été détruite dans les combats? A-t-elle été dissimulée? Ou les Allemands l'ont-ils emmenée dans leur retraite? Si tel est le cas, pour quelle destination? Le mystère de la chambre d'ambre est né. Nous sommes au printemps 1946. La Russie envoie des experts en Europe. Ceux-ci ont pour mission d'inspecter les décombres de la guerre pour retrouver les trésors perdus de l'Union soviétique. Les brigades russes descendaient dans tous les musées et réquisitionnaient toutes leurs œuvres. Ces brigades se rendent à Kaliningrad, la dernière résidence connue de la chambre d'ambre. L'opération est menée par Anatoly Kuchumov, un éminent expert en art, qui a occupé le poste de conservateur en chef de la chambre d'ambre avant la guerre. À Kaliningrad, il ne tarde pas à trouver un indice d'importance. La chambre d'ambre comprenait 4 mosaïques composées de petites pierres. En fouillant les débris du château, il retrouve des fragments de 3 de ces mosaïques.
Les 3 mosaïques avaient été endommagées par le feu et dès qu'on les touchait, elles s'effritaient. Mais la 4e avait disparu. Aucune trace, pas même quelques fragments de la 4e mosaïque. Elle a probablement été mise en sécurité. Pour Kuchumov, cela veut tout dire. Si un de ces panneaux manquait, alors il pouvait manquer d'autres parties de la chambre. C'était du moins le raisonnement de Kuchumov. Si les Allemands avaient pris ces mosaïques, alors ils avaient aussi probablement emporté les murs, les panneaux d'ambre, qui avaient encore plus de valeur. Et pour lui, c'était la preuve par A plus B que la chambre d'ambre avait survécu au siège de Königsberg. Mais si la chambre a bel et bien survécu, où se trouve-t-elle? Kuchumov mène l'enquête. D'après les archives, la chambre d'ambre se trouvait sous terre lorsque les Alliés ont bombardé la ville. Est-ce là qu'il faut chercher? Il parvient à réunir le matériel et la main-d'œuvre nécessaires pour commencer les fouilles. Les volontaires travaillent jour et nuit, sur une période de temps très courte. On envoie des plongeurs dans les tunnels inondés, et beaucoup y laissent leur peau parce que les nazis ont électrifié ou plastiqué les tunnels avant de partir. Les Russes utilisent des explosifs pour se frayer un passage dans les tunnels effondrés. Il a fouillé les fondations de différents bâtiments et il a découvert des bunkers souterrains. Il a asséché les caves inondées. Il s'est infiltré dans les entrepôts et dans les châteaux qui entouraient la ville. Mais il ne trouve rien. Peu à peu, la recherche de la chambre d'ambre se transforme en véritable chasse au trésor. L'ancienne Allemagne de l'Est, ou RDA, est l'un des premiers pays à rejoindre cette quête du Graal. Occupée par l'armée rouge pendant les derniers mois de la guerre, cette partie de l'Allemagne fait désormais partie du bloc soviétique. Elle deviendra un des avant-postes du communisme en Europe. Et pour éliminer toute opposition interne, le gouvernement met sur pied un service de renseignement redoutablement efficace, baptisé la Stasi. La Stasi occupe un grand immeuble de bureaux à Berlin. D'ici, elle recueille des informations sur des millions de citoyens d'Allemagne de l'Est. À la fin des années 40, lorsque la Stasi apprend l'existence de la chambre d'ambre disparue, elle se lance dans sa propre enquête. La RDA voulait entrer dans les bonnes grâces de Moscou. Les communistes d'Allemagne de l'Est se sentaient coupables parce qu'ils avaient envahi le premier pays communiste au monde. Et beaucoup pensaient qu'il fallait faire quelque chose pour se débarrasser de ce sentiment de culpabilité. Alors quand les soviétiques ont décidé de se lancer à la recherche de la chambre d'ambre, c'est assez naturellement que la RDA a accepté de les aider. Mais la Stasi n'est pas la seule agence à rechercher la chambre d'ambre. À Moscou, les Russes demandent de l'aide au KGB qui siège à la Loubianka. Pendant une trentaine d'années, les services secrets russes et est-allemands mènent leurs recherches chacun de leur côté. 2 enquêtes étaient menées en parallèle, l'une par le KGB et l'autre par son homologue est-allemande, la Stasi. Et les 2 agences protègent jalousement chacune de leurs avancées. Si le KGB pensait être sur une piste, il n'en parlait pas à la Stasi.
parce qu'il voulait récolter tous les lauriers. Et bien sûr, la Stasi voulait être la première à découvrir la chambre d'ambre, parce qu'elle aussi voulait récolter tous les lauriers. Alors les relations entre les deux agences étaient assez tendues. Le KGB concentre ses recherches sur la dernière demeure connue de la chambre d'ambre, Kaliningrad, l'ancienne ville allemande de Königsberg. Pendant ce temps, les Allemands de l'Est commencent leur enquête à proximité de chez eux. À Berlin, c'est un ancien officier nazi qui fournit sa première piste à la Stasi. Gerhard Strauss a été conservateur adjoint au château de Kaliningrad, où la chambre d'ambre a été transportée par les Allemands. Selon lui, elle aurait été déplacée tandis que les Alliés bombardaient Kaliningrad, et l'armée rouge se rapprochait de la ville. Strauss s'est retrouvé en possession de différents documents et il en a parlé au conservateur de la chambre d'ambre. Pour lui, elle pouvait se trouver à différents endroits, notamment à Görlitz. Görlitz est une petite ville allemande située à la frontière de la Pologne. Un court moment, les Allemands semblent avoir fait une découverte de premier plan. Mais tandis qu'ils examinent les documents de Strauss, ils se rendent compte que sa théorie ne repose sur rien de concret. Du moins, rien qui justifie de mettre la ville sans dessus-dessous. Il faut des éléments plus concrets. À court de pistes, la Stasi décide d'innover. En 1958, la Stasi fait quelque chose d'inédit dans une société est-allemande réputée pour sa culture du secret. Le régime décide de jouer carte sur table. Dans un article publié par le magazine allemand Die Freie Welt, il lance un appel à témoins. Il lance un appel à témoins. Il se dit que la population a certainement des éléments et qu'il est temps de les recueillir pour assembler les pièces du puzzle. Il leur dit, si vous savez quoi que ce soit, contactez votre conseil municipal, contactez la presse, contactez le KGB, contactez la Stasi, contactez qui vous voulez, mais soyez de bons citoyens et aidez-nous à relancer notre enquête. L'enquête allemande est désormais menée par un agent de la Stasi, du nom de Paul Anke. Paul Anke était un nazi, un membre des jeunesses hitlériennes, capturé par les soviétiques et envoyé en Russie pour y être rééduqué. Et il a embrassé cette nouvelle éducation avec énormément de conviction. À un tel point qu'il est devenu colonel dans la Stasi, un membre à part entière de la police secrète. Quelques semaines après la parution de l'article dans le Freie Welt, Anke reçoit une lettre. Et cette lettre relate une histoire fascinante. Son auteur se fait appeler par le nom de code Rudi Ringel. Il raconte qu'un jour, en creusant le sol de sa cave, il a trouvé les papiers d'identité de son père, ainsi que toute une liasse de documents. À la lecture de ces documents, son sang se serait glacé. Son père aurait été membre de la SS. Et dans l'Allemagne de l'Est des années 50, il ne fait pas bon avoir eu des accointances avec la milice militaire personnelle d'Hitler. Le jeune homme aurait alors brûlé les documents incriminant son père et tenté d'oublier l'incident. Mais 10 ans plus tard, l'article du Freie Welt aurait ravivé ce souvenir.
Dans sa lettre, Ringel affirme que parmi les documents brûlés se trouvait un document confirmant la réception de 42 caisses et un autre ordonnant de les transporter vers un lieu tenu secret. Mais surtout, il se souvient de la retranscription d'un message radio. Opération chambre d'ambre terminée. Stockage à BSCH. Accès condamné. Blessé en raison d'une attaque ennemie. Hanke est aux anges. C'est le premier élément concret qui confirme que la chambre d'ambre a bien été évacuée et que l'opération a abouti. Il a maintenant la preuve qu'elle existe encore. Et il doit bien y avoir un moyen de la retrouver. En fouillant dans les archives nazies, Hanke retrouve les documents indiquant que le message a été envoyé d'une petite ville minière située dans les monts Métallifères. Une petite ville du nom de Lengfeld. Désormais, la chambre d'ambre pourrait se trouver à 3 endroits. Pour les Russes, elle est restée à Kaliningrad. Les Allemands, quant à eux, pensent l'avoir localisée près de la ville frontalière de Görlitz, en Pologne. Mais une troisième hypothèse vient de faire surface. La chambre d'ambre pourrait se trouver près de la ville de Lengfeld. Le problème, c'est que Lengfeld est entouré de collines et de vallées. Les cachettes potentielles sont innombrables. Et les éléments sont bien trop vagues. Hanke a besoin de quelque chose de plus concret. Et dans les années 60, un nouvel élément fait surface. Cet élément est produit par le KGB, qui enquête parallèlement sur l'affaire. Il y a quelque temps, l'agence a interrogé un homme du nom d'Erich Kor. Kor était un officier nazi de haut rang et le Gauleiter, ou responsable administratif de Kaliningrad pendant la guerre. C'est lui qui a été chargé d'installer la chambre d'ambre dans le musée du château. En 1967, interrogé par le KGB, il admet avoir reçu l'ordre de la démonter à la fin de la guerre. Il a enfin avoué que la chambre d'ambre avait été démontée pour être évacuée et que, comme toute évacuation était impossible, elle avait été placée dans des caisses et cachée dans un bunker tenu secret sous une église à Kaliningrad. Ce nouvel élément corrobore donc la théorie d'Anatoly Kuchumov, le conservateur russe, selon lequel la chambre ne se trouve pas dans les monts Métallifères. Elle se trouve encore à Kaliningrad. La réaction des Soviétiques ne se fait pas attendre. Ils réunissent l'équipement et la main-d'œuvre nécessaires pour retourner encore une fois la ville. Une fois de plus, les Russes passent Kaliningrad au peigne fin. Et une fois de plus, ils font chou blanc. Si la chambre d'ambre se trouve bel et bien dans la ville, nul ne sait exactement où. Pendant ce temps, en Allemagne de l'Est, Paul Hanke continue de consolider sa théorie. Pendant 8 ans, il piétine. Puis, en 1976, il trouve dans la ville de Weimar des documents consignant la collection d'œuvres d'art volées de Kor. Kor s'est emparé de nombreuses œuvres d'art soviétiques. D'après les documents,
sa collection mal acquise comprenait 132 candélabres en argent. C'est un chiffre impressionnant. Mais c'est aussi exactement le nombre de candélabres qui se trouvaient dans la chambre d'ambre. S'agit-il des mêmes? Hanke interroge la population de Weimar. Et les témoignages qu'il recueille semblent indiquer que Koch a menti au KGB. Un des témoins raconte avoir vu des hommes charger des caisses dans une ambulance de la Croix-Rouge. C'est-à-dire un véhicule neutre. Un véhicule qui ne peut être attaqué ni par les airs ni par le sol et quitter Weimar avec ce trésor. D'après les éléments, le trésor a été emmené vers le sud, dans les monts métallifères. Si Hanke a raison, la chambre d'ambre ne se trouve pas du tout à Kaliningrad. Le puzzle commence à prendre forme. Les éléments réunis par Rudi Ringel pointent également en direction des monts métallifères. Hanke en est maintenant convaincu. Il sait où se trouve la chambre d'ambre. La même année, il commence à fouiller dans la région les mines abandonnées. Ils commencent par fouiller une série de mines. Pour cela, ils utilisent un équipement massif, dépensent des sommes colossales et emploient un nombre très important de volontaires. Hanke finit par se concentrer sur une mine en particulier. Mais le puits est bloqué par des éboulis. Les Allemands n'ont pas dit leur dernier mot et font exploser l'amas de pierre. Mais Hanke va avoir une mauvaise surprise. Lorsqu'ils pénètrent enfin dans ce qui a été marqué comme la zone de recherche prioritaire, ils découvrent non pas un trésor, mais des morceaux de la Pravda roulés et brûlés. La Pravda, le journal du Parti communiste russe. Les pages brûlées datent de juillet 1945. Elles ont été utilisées par l'armée rouge pour rouler des cigarettes. Les forces soviétiques sont déjà passées par là il y a 31 ans et n'ont visiblement pas trouvé la chambre d'ambre. Mais ça, personne n'a pris soin d'en informer Hanke et ses collègues allemands. L'opération a coûté près d'1 million de dollars à la Stasi. C'est un cuisant échec. De retour au quartier général, les supérieurs d'Hanke ordonnent qu'une enquête soit menée sur les raisons de ce fiasco. L'agence est-allemande fait une nouvelle découverte dérangeante. Le père de Rudi Ringel n'a jamais été officier dans la SS et son histoire a été inventée de toutes pièces. L'homme sur lequel Paul Hanke avait fondé toute son enquête n'était en fait qu'un facteur blessé, qui n'avait absolument rien à voir avec la chambre d'ambre. Un mythomane qui avait fabriqué ces documents de toutes pièces. Son histoire était donc fallacieuse et fantasque. Malgré ce cuisant échec, la Stasi ne se décourage pas et passe les 10 années qui suivent à chercher la chambre. Lorsque la Stasi commençait une opération, elle n'abandonnait pas comme ça. La rentabilité était une notion qui lui échappait. Alors elle a continué de mettre du temps et de l'argent dans cette enquête, même si les résultats n'étaient pas fameux et même si les chances de trouver la chambre d'ambre étaient très maigres. Cela n'avait pas d'importance. Dans un système communiste, on continuait de chercher sans se poser de questions.
Il faudra un événement historique, de nature à changer la face du monde pour que la quête de la chambre d'ambre prenne fin. « 1989, le mur qui divise l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest tombe. Le communisme s'effondre en Europe de l'Est. Les deux Allemagnes sont réunifiées. Dans l'euphorie du moment, un producteur d'électricité allemand accepte de sponsoriser la construction d'une nouvelle chambre d'ambre qui sera offerte à l'Union soviétique. C'est une entreprise de taille. Tout d'abord parce que l'art de la sculpture sur ambre s'est presque perdu. Il y avait des artisans qui savaient sculpter l'ambre, mais pas comme à l'époque. On ne travaillait plus l'ambre de cette manière depuis très longtemps. Les artisans partent de presque rien pour reconstituer la chambre. Ils ne savaient pas exactement comment la chambre avait été fabriquée. Ils n'avaient pas la couleur. Ils ont dû deviner l'épaisseur des mosaïques. Ils ont dû deviner la taille des sculptures. Ils ont fait des essais et les ont jetés. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas cela. Mais le plus gros problème, c'était la couleur. Un problème que personne n'a anticipé. L'ambre neuf a une couleur jaune vif. S'ils s'étaient contentés de poser des panneaux d'ambre balte non traités sur tous les murs, la chambre aurait eu une couleur jaune citron. Et cela n'aurait pas marché. Alors ils ont pris un ou deux coffres en ambre de l'époque, qui avaient donc vieilli comme la chambre aurait vieilli, et ils les ont photographiés en noir et blanc. Puis ils ont comparé ces photos en noir et blanc avec les photos en noir et blanc de la chambre d'ambre, ont établi des correspondances entre les nuances de gris des photos et les nuances d'ambre des coffres, et ils ont utilisé ces correspondances pour traduire les photos de la chambre d'ambre en couleur. C'est comme ça qu'ils ont procédé. Mais évidemment, il n'y a aucun moyen de savoir si c'est juste. Les travaux durent plusieurs années. Enfin, en 2002, la chambre est installée en grande pompe dans son ancienne demeure, le palais d'été de Pierre le Grand, à Saint-Pétersbourg. Ce n'est certes pas l'original, mais le résultat est tout de même spectaculaire. Malgré la réussite de l'opération, une question reste en suspens. Qu'est-il advenu de la chambre d'ambre originale ? En 2004, Adrian Levy, journaliste d'investigation, publie le résultat de 4 années de recherche passées à éplucher des rapports, des lettres et des documents à Berlin, Moscou et Saint-Pétersbourg. Une partie de ces documents datait de 1945 et des mois qui ont suivi. Et ils ont fourni un nouvel indice. À l'époque de ces documents, les Russes ont envoyé un expert de haut vol à Königsberg, aujourd'hui connu sous le nom de Kaliningrad, pour examiner la chambre d'ambre, mais cette visite est passée presque inaperçue. Cet expert, c'est Alexander Brussov, professeur au musée historique d'État de Moscou. Quand il est arrivé à Königsberg, Brussov a été stupéfait de voir que rien n'avait été fait pour protéger les ruines du château.
pour en interdire l'accès et protéger les trésors qui se trouvaient à l'intérieur. Peu à peu, Brussov établit une chronologie des événements. Le château était intact avant que Königsberg rende les armes. C'est entre la reddition de la ville mi-avril et son occupation à la fin du mois de mai, lorsque Brussov est arrivé, que le château a été brûlé. La grande question est de savoir si la chambre d'ambre a été détruite avec le château. Et si tel est le cas, qui a mis le feu au château? Brussov arrive à une conclusion dérangeante. Dans son rapport, Brussov conclut que ce sont les soviétiques qui ont mis le feu au château, parce qu'ils voyaient en lui le symbole du nazisme et de tout ce qu'ils méprisaient. Ils n'ont eu aucune pensée pour ce qu'ils pouvaient renfermer, notamment un trésor de grande valeur, la chambre d'ambre. Ce sont donc les Russes eux-mêmes qui ont détruit leur propre patrimoine. C'est du moins la conclusion à laquelle Brussov arrive en 1945, levant ainsi le voile sur le mystère de la chambre d'ambre. Alors pourquoi la vérité a-t-elle été aussi jalousement protégée? Pourquoi les Russes ont-ils prétendu que la chambre d'ambre existait toujours? Pour Lévy, la réponse est simple. Pour les autorités russes, l'idée que l'armée rouge ait détruit par inadvertance une des œuvres d'art les plus significatives de l'histoire du pays est inacceptable. Alors, elles décident de fabriquer leur propre vérité. C'est ainsi que naît un mythe. La chambre d'ambre a été sauvée et mise en lieu sûr. Anatoly Kuchumov constitue alors la marionnette idéale pour porter cette théorie. Depuis l'invasion allemande, c'est un homme tourmenté. En 1941, il a été chargé de la conservation des œuvres d'art du Palais d'été, et notamment de la chambre d'ambre. C'est lui qui a décidé que celle-ci était trop fragile pour être déplacée. C'est lui qui a décidé de la laisser où elle se trouvait et de la dissimuler sous du papier. Et la suite est celle que nous connaissons. Anatoly Kuchumov est revenu après la guerre, tenaillé par le sentiment de culpabilité. Ce conservateur jeune et ambitieux avait pris une décision fatidique qui était la mauvaise. Il avait laissé la chambre d'ambre où elle se trouvait et les nazis l'avaient démontée en l'espace de 36 heures. Dans le climat de suspicion qui caractérise l'après-guerre, il ne fait pas bon être responsable d'un tel désastre. C'est le début de la guerre froide et le climat est très tendu. Le KGB fait la loi et on cherche des coupables. Kuchumov voit des collègues disparaître pour moins que ça. L'homme qui a laissé la chambre d'ambre disparaître dans la nature, peut-il se permettre de revenir bredouille? Évidemment que non. Au lieu de cela, Kuchumov livre une nouvelle version des faits, une version plus acceptable, qui lui sauve certainement la vie. Lorsqu'il est envoyé sur place en 1946, Kuchumov conclut qu'il y a assez d'éléments pour affirmer que la chambre d'ambre a survécu. Ce qui signifie également qu'il n'est pas coupable de sa disparition, qu'il n'y a pas eu de crime. La chambre d'ambre n'a pas été perdue. Lévy a enfin levé le voile sur le mystère de la chambre d'ambre. Si l'enquête n'a pas abouti, c'est tout bonnement parce qu'elle a été détruite. Mais cela n'a pas empêché certaines personnes de continuer à la rechercher. Au début des années 2000, Helmut Gansel, chasseur de trésors,
cherche la chambre d'ambre en République tchèque, à proximité de la frontière allemande. Gensel affirme avoir trouvé des éléments permettant d'affirmer que la chambre a été cachée dans une mine d'argent abandonnée à la fin de la guerre. Pourquoi est-ce que tous ces camions seraient venus ici à la fin de la guerre? Il doit y avoir une raison. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, le maire d'une ville voisine explore la mine par un autre accès. Nos mesures indiquent la présence d'espaces creux et d'objets en métal dans le sous-sol. Et nous allons vérifier en creusant. Aucune de ces deux opérations n'a abouti. Mais un homme n'a pas perdu espoir. Au cœur des monts métallifères, Henry Hattenauer poursuit sa quête du Graal. Dans une mine, Hattenauer a trouvé des indices qui, selon lui, pourraient être parlants. On a trouvé des empreintes de pas, des empreintes de bottes de SS. Il y en avait beaucoup. Et elles se dirigeaient toutes vers le même point de la mine. On a aussi trouvé un abat-jour avec 5 ampoules, ce qui est assez étonnant. C'est en effet étonnant. On ne trouve généralement pas d'installation électrique dans ces mines, puisqu'elles ont été fermées au XIXe siècle, avant l'utilisation de l'éclairage électrique. Pour Hattenauer, la présence de cet abat-jour indique que la mine a été utilisée bien plus récemment. Une chose est certaine, cette mine n'a pas seulement servi à extraire de l'argent. Personnellement, je suis persuadé que la chambre d'ambre est ici. J'en suis intimement convaincu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent savoir où se trouve la chambre d'ambre et qu'on se moque d'eux. Mais beaucoup d'éléments nous permettent de penser qu'elle se trouve dans cette mine. À quelques mètres de l'endroit où les empreintes et le mystérieux abat-jour ont été découverts, le puits de mine est condamné par des éboulis. Il faudrait des milliers d'euros pour dégager son entrée. Une somme qu'Hattenauer et son équipe n'ont pas. Nous sommes à 2 doigts de trouver la chambre d'ambre. Mais nous avons besoin d'aide. Nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Jusqu'ici, Hattenauer n'est pas parvenu à faire financer son opération. Mais il ne perd pas espoir. Malgré tous les éléments indiquant qu'elle a été détruite il y a plus de 60 ans, la chambre d'ambre revêt une telle aura mystique qu'elle promet de fasciner les chasseurs de trésors pour encore longtemps. Mais pour la chambre d'ambre, ce n'est pas si simple. Celle-ci semble trop fragile pour être déplacée. Quand les conservateurs ont essayé de démonter la chambre, ils se sont rendus compte que l'ambre risquait de s'effriter. C'était peut-être possible de retirer les panneaux sans les abîmer, mais c'était très risqué. Alors, au lieu de ça, ils ont décidé de cacher l'ambre. Comme tous les conservateurs ont du papier à rouler sur eux, ils ont collé ce papier à rouler sur l'ambre. Celui-ci devait agir à la manière de points de suture et empêcher la pierre de s'effriter. Puis ils ont utilisé le coton des coussins de la chambre pour protéger l'ambre. Et pour terminer, ils ont recouvert le tout de feuilles et de papier peint. Cela suffira-t-il ? Au mois de septembre 1941, 2 mois après l'invasion de la Russie, les Allemands arrivent aux abords de Saint-Pétersbourg. Ils se dirigent vers le palais d'été et sa chambre d'ambre.
Malgré tous les efforts des Russes pour dissimuler leur trésor, les Allemands savent exactement où chercher. Grâce à leurs archives, ils savaient où elles se trouvaient et ils avaient une idée de ses dimensions. Ils avaient même amené des caisses. Ils étaient beaucoup plus organisés que les Russes qui avaient été chargés d'évacuer la chambre. Contrairement aux Russes, les Allemands ne craignent pas d'abîmer l'ambre. Ils ont décollé l'ambre, ont numéroté chaque morceau et les ont placés dans des caisses puis les ont expédiés en Allemagne. En l'espace de quelques jours, la chambre d'ambre est en route pour Königsberg, aujourd'hui connue sous le nom de Kaliningrad. Là, elle est installée dans le musée du château de la ville. Il s'agit de la dernière résidence connue de la chambre d'ambre. La suite des événements est incertaine et très controversée. À l'hiver 1944-1945, les Allemands sont en déroute. Les Alliés bombardent les défenses allemandes à Kaliningrad. L'armée rouge se déploie à l'ouest. En avril 1945, ils reprennent le contrôle de la ville. Lorsque l'armée rouge arrive, la ville est en feu. Les habitants sont tapis chez eux et terrorisés. Et quand ils pénètrent dans ce bastion du nazisme, les soldats de l'armée rouge n'ont qu'une idée en tête, tout détruire. À peine arrivés, les Russes se mettent à la recherche de la chambre d'ambre. Ils passent la ville au peigne fin, mais en vain. Que s'est-il passé? A-t-elle été détruite dans les combats? A-t-elle été dissimulée? Ou les Allemands l'ont-ils emmenée dans leur retraite? Si tel est le cas, pour quelle destination? Le mystère de la chambre d'ambre est né. Nous sommes au printemps 1946. La Russie envoie des experts en Europe. Ceux-ci ont pour mission d'inspecter les décombres de la guerre pour retrouver les trésors perdus de l'Union soviétique. Les brigades russes descendaient dans tous les musées et réquisitionnaient toutes leurs œuvres. Ces brigades se rendent à Kaliningrad, la dernière résidence connue de la chambre d'ambre. L'opération est menée par Anatoly Kuchumov, un éminent expert en art, qui a occupé le poste de conservateur en chef de la chambre d'ambre avant la guerre. À Kaliningrad, il ne tarde pas à trouver un indice d'importance. La chambre d'ambre comprenait 4 mosaïques composées de petites pierres. En fouillant les débris du château, il retrouve des fragments de 3 de ces mosaïques. Les 3 mosaïques avaient été endommagées par le feu et dès qu'on les touchait, elles s'effritaient. Mais la 4e avait disparu. Aucune trace, pas même quelques fragments de la 4e mosaïque. Elle a probablement été mise en sécurité. Pour Kuchumov, cela veut tout dire. Si un de ces panneaux manquait, alors il pouvait manquer d'autres parties de la chambre. C'était du moins le raisonnement de Kuchumov. Si les Allemands avaient pris ces mosaïques, alors ils avaient aussi probablement emporté les murs, les panneaux d'ambre, qui avaient encore plus de valeur. Et pour lui, c'était la preuve par A plus B que la chambre d'ambre avait survécu au siège de Königsberg.
Mais si la chambre a bel et bien survécu, où se trouve-t-elle? Kuchumov mène l'enquête. D'après les archives, la chambre d'Ambre se trouvait sous terre lorsque les Alliés ont bombardé la ville. Est-ce là qu'il faut chercher? Il parvient à réunir le matériel et la main-d'œuvre nécessaires pour commencer les fouilles. Les volontaires travaillent jour et nuit, sur une période de temps très courte. On envoie des plongeurs dans les tunnels inondés, et beaucoup y laissent leur peau parce que les nazis ont électrifié ou plastiqué les tunnels avant de partir. Les Russes utilisent des explosifs pour se frayer un passage dans les tunnels effondrés. Il a fouillé les fondations de différents bâtiments et il a découvert des bunkers souterrains. Il a asséché les caves inondées. Il s'est infiltré dans les entrepôts et dans les châteaux qui entouraient la ville. Mais il ne trouve rien. Peu à peu, la recherche de la chambre d'Ambre se transforme en véritable chasse au trésor. L'ancienne Allemagne de l'Est, ou RDA, est l'un des premiers pays à rejoindre cette quête du Graal. Occupée par l'armée rouge pendant les derniers mois de la guerre, cette partie de l'Allemagne fait désormais partie du bloc soviétique. Elle deviendra un des avant-postes du communisme en Europe. Et pour éliminer toute opposition interne, le gouvernement met sur pied un service de renseignement redoutablement efficace, baptisé la Stasi. La Stasi occupe un grand immeuble de bureaux à Berlin. D'ici, elle recueille des informations sur des millions de citoyens d'Allemagne de l'Est. À la fin des années 40, lorsque la Stasi apprend l'existence de la chambre d'Ambre disparue, elle se lance dans sa propre enquête. La RDA voulait entrer dans les bonnes grâces de Moscou. Les communistes d'Allemagne de l'Est se sentaient coupables parce qu'ils avaient envahi le premier pays communiste au monde. Et beaucoup pensaient qu'il fallait faire quelque chose pour se débarrasser de ce sentiment de culpabilité. Alors quand les soviétiques ont décidé de se lancer à la recherche de la chambre d'Ambre, c'est assez naturellement que la RDA a accepté de les aider. Mais la Stasi n'est pas la seule agence à rechercher la chambre d'Ambre. À Moscou, les Russes demandent de l'aide au KGB qui siège à la Loubianka. Pendant une trentaine d'années, les services secrets russes et est-allemands mènent leurs recherches chacun de leur côté. Deux enquêtes étaient menées en parallèle, l'une par le KGB et l'autre par son homologue est-allemande, la Stasi. Et les deux agences protègent jalousement chacune de leurs avancées. Si le KGB pensait être sur une piste, il n'en parlait pas à la Stasi, parce qu'il voulait récolter tous les lauriers. Et bien sûr, la Stasi voulait être la première à découvrir la chambre d'Ambre, parce qu'elle aussi voulait récolter tous les lauriers. Alors les relations entre les deux agences étaient assez tendues. Le KGB concentre ses recherches sur la dernière demeure connue de la chambre d'Ambre, Kaliningrad, l'ancienne ville allemande de Königsberg. Pendant ce temps, les Allemands de l'Est commencent leur enquête à proximité de chez eux.
À Berlin, c'est un ancien officier nazi qui fournit sa première piste à la Stasi. Gerhard Strauss a été conservateur adjoint au château de Kaliningrad, où la chambre d'ambre a été transportée par les Allemands. Selon lui, elle aurait été déplacée tandis que les Alliés bombardaient Kaliningrad, et l'armée rouge se rapprochait de la ville. Strauss s'est retrouvé en possession de différents documents et il en a parlé au conservateur de la chambre d'ambre. Pour lui, elle pouvait se trouver à différents endroits, notamment à Görlitz. Görlitz est une petite ville allemande située à la frontière de la Pologne. Un court moment, les Allemands semblent avoir fait une découverte de premier plan. Mais tandis qu'ils examinent les documents de Strauss, ils se rendent compte que sa théorie ne repose sur rien de concret. Du moins, rien qui justifie de mettre la ville sans dessus-dessous. Il faut des éléments plus concrets. À court de pistes, la Stasi décide d'innover. En 1958, la Stasi fait quelque chose d'inédit dans une société est-allemande réputée pour sa culture du secret. Le régime décide de jouer carte sur table. Dans un article publié par le magazine allemand Die Freie Welt, il lance un appel à témoins. Il lance un appel à témoins. Il se dit que la population a certainement des éléments et qu'il est temps de les recueillir pour assembler les pièces du puzzle. Il leur dit, si vous savez quoi que ce soit, contactez votre conseil municipal, contactez la presse, contactez le KGB, contactez la Stasi, contactez qui vous voulez, mais soyez de bons citoyens et aidez-nous à relancer notre enquête. L'enquête allemande est désormais menée par un agent de la Stasi, du nom de Paul Anke. Paul Anke était un nazi, un membre des jeunesses hitlériennes, capturé par les soviétiques et envoyé en Russie pour y être rééduqué. Et il a embrassé cette nouvelle éducation avec énormément de conviction. À un tel point qu'il est devenu colonel dans la Stasi, un membre à part entière de la police secrète. Quelques semaines après la parution de l'article dans le Freie Welt, Anke reçoit une lettre. Et cette lettre relate une histoire fascinante. Son auteur se fait appeler par le nom de code Rudi Ringel. Il raconte qu'un jour, en creusant le sol de sa cave, il a trouvé les papiers d'identité de son père, ainsi que toute une liasse de documents. À la lecture de ces documents, son sang se serait glacé. Son père aurait été membre de la SS. Et dans l'Allemagne de l'Est des années 50, il ne fait pas bon avoir eu des accointances avec la milice militaire personnelle d'Hitler. Le jeune homme aurait alors brûlé les documents incriminant son père et tenté d'oublier l'incident. Mais 10 ans plus tard, l'article du Freie Welt aurait ravivé ce souvenir. Dans sa lettre, Ringel affirme que parmi les documents brûlés se trouvait un document confirmant la réception de 42 caisses et un autre ordonnant de les transporter vers un lieu tenu secret. Mais surtout, il se souvient de la retranscription d'un message radio. Opération Chambre d'Ambre terminée. Stockage à BSCH. Accès condamné. Blessé en raison d'une attaque ennemie. Anke est aux anges.
C'est le premier élément concret qui confirme que la chambre d'Ambre a bien été évacuée et que l'opération a abouti. Il a maintenant la preuve qu'elle existe encore. Et il doit bien y avoir un moyen de la retrouver. En fouillant dans les archives nazies, Hanke retrouve les documents indiquant que le message a été envoyé d'une petite ville minière située dans les monts Métallifères. Une petite ville du nom de Lengfeld. Désormais, la chambre d'Ambre pourrait se trouver à 3 endroits. Pour les Russes, elle est restée à Kaliningrad. Les Allemands, quant à eux, pensent l'avoir localisée près de la ville frontalière de Görlitz, en Pologne.